Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet incontournable pour pas mal tout le monde au Canada qui pense à sa retraite, le fameux REER, le régime enregistré d'épargne retraite. On a devant nous pas mal de documentation, des guides, des analyses, même de la jurisprudence. On veut vraiment essayer de répondre à la question comment qu'on fait pour tout savoir sur les REER. On va décortiquer ça ensemble. Oui, bonjour. Effectivement, l'Orient, c'est un outil super puissant, mais on va pas se le cacher, les règles peuvent parfois avoir l'air un peu complexes. Aujourd'hui, on va regarder les points essentiels. Comment on calcule, combien on peut mettre dedans, c'est quoi cette affaire-là de REER de conjoint, qu'est-ce qui se passe rendu à 71 ans, puis aussi les REER autogérés, pour ceux qui aiment ça gérer leurs affaires de plus près. L'idée, c'est d'avoir une vue claire, là. Parfait. On commence par le commencement, la base de la base. Combien je peux mettre dans mon REER chaque année? Ça tourne autour de l'idée de revenu gagné. C'est bien ça? C'est exactement ça. La règle d'or qu'on retrouve partout dans les documents, c'est que le max que tu peux cotiser, c'est le plus petit de ces deux montants-là, soit 18 de ton revenu gagné de l'année passée, important, l'année d'avant, soit le plafond annuel que le gouvernement fixe. Pour 2024, les sources nous disent 31 560 $, puis pour 2025, ça monte à 32 490. OK, 18 du revenu de l'année d'avant ou le plafond, le plus bas des deux. Mais ce revenu gagné-là, c'est pas juste mon salaire sur ma paye, j'imagine. Qu'est-ce qui est inclus là-dedans pour vrai? C'est une très bonne question parce que c'est souvent plus large que ce qu'on pense. Les sources sont assez claires. Oui, il y a le salaire, tu sais, ce qui est sur ton T4, case 14, moins certaines déductions, mais ça inclut, par exemple, tes cotisations à un régime de pension de l'employeur. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça inclut aussi le revenu net si tu as une petite entreprise ou si tu es travailleur autonome actif. Ça inclut le revenu net de location des meubles, même les redevances, mettons si tu es un auteur. Ah ouais? Oui, puis aussi certaines pensions alimentaires que tu reçois et qui sont imposables, les subventions de recherche, moins les dépenses qui vont avec, les bourses postdoctorales sous certaines conditions, même les prestations d'invalidité du RPC ou du RRQ ou de certains régimes privés, les pourboires, bien sûr. En gros, tout ce qui vient d'un effort, d'un travail. Wow, OK. C'est quand même assez large. Puis, à l'inverse, qu'est-ce qui est pas du revenu gagné? J'imagine que si j'ai des placements qui me rapportent des intérêts, ça compte pas. Exactement. Les sources le disent clairement. Les revenus de placement, intérêts, dividendes, gains en capital, ça ne compte pas. La plupart des revenus de pension non plus, genre les paiements de ton fonds de pension RPA, d'un FER, de la Sécurité de la vieillesse, SV, les allocations de retraite, ce qu'on appelle souvent les packages de départ, généralement non plus, sauf exception. L'idée, c'est vraiment de lier le droit d'épargner pour la retraite aux revenus que tu gagnes activement. Les guides T4040 de l'ARC ont une liste assez complète si on veut le détail. OK, très clair. Donc, première étape, bien identifier tout ce qui compte comme revenu gagné pour savoir c'est quoi notre potentiel de cotisation pour l'année suivante. C'est ça. Il ne faut pas oublier les droits de contribution non utilisés des années passées. Là. Ça s'accumule, fait que souvent tu peux cotiser plus que juste le 18 de l'année d'avant. Ah oui, c'est vrai, ça s'additionne. Bon, parlant d'une stratégie qui pique souvent la curiosité, cotiser au REER de son conjoint. Comment ça marche, puis est-ce que ça vaut vraiment la peine? Le REER au profit de l'époux ou conjoint de fait. Ouais. Le principe est simple. Toi, tu mets de l'argent dans un REER, mais c'est ton conjoint qui en est le propriétaire, le rentier. Et ça, c'est super important, les sources insistent là-dessus, quand tu fais ça, ça utilise tes droits de cotisation REER, pas ceux de ton conjoint. C'est ton espace REER qui est utilisé. D'accord, c'est mon propre espace que j'utilise pour le REER de l'autre. Mais pourquoi je ferais ça? C'est quoi l'avantage concret? Juste pour lui faire plaisir? Il y a deux gros avantages qui ressortent des lectures. Le premier, c'est le fractionnement du revenu à la retraite. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des revenus de retraite plus équilibrés entre les deux conjoints. Pourquoi? Simple, notre impôt est progressif. Plus ton revenu est élevé, plus le taux d'impôt sur la dernière tranche est haut. Si tu divises un gros revenu en deux plus petits, chacun paie de l'impôt à un taux marginal potentiellement plus bas. Fait qu'au total, le couple paie moins l'impôt. L'exemple des Lapointe dans les documents est bon pour ça. Mettons 50 000 de revenus de retraite. Si c'est juste M. Lapointe qui reçoit tout, ça donne environ 8 300 d'impôt, selon les taux utilisés dans l'exemple. Mais si, grâce au REER de conjoint, Madame reçoit 20 000 et Monsieur 30 000 l'impôt total combiné tombe environ 5 500. Ça fait 300-400 de plus dans leur poche chaque année. Le deuxième, c'est plus spécifique, mais ça peut servir. Ça te permet, à toi le cotisant, de continuer à mettre de l'argent de côté, même si tu as plus de 71 ans.
Normalement, après 71 ans, tu ne veux plus cotiser à ton propre REER. Mais si tu as encore des droits de cotisation inutilisés, puis que ton conjoint est plus jeune, moins de 71 ans, ben, tu peux cotiser au REER de ton conjoint en utilisant tes droits restants. Intéressant, ça aussi. Bon, ça a l'air bien beau tout ça, surtout l'économie d'impôts, mais il y a toujours des mais avec le fisc. Y a-tu des pièges? On entend parler d'une règle des 3 ans, c'est quoi ça? Oui, c'est le point auquel il faut faire attention. La règle d'attribution, qu'on appelle souvent la règle des 3 ans, c'est fait pour empêcher d'utiliser le REER de conjoint juste pour sortir l'argent vite à un taux d'impôt plus bas. En gros, si ton conjoint, le rentier, sort de l'argent de son REER de conjoint, puis que toi, le cotisant, t'as mis de l'argent dans n'importe quel REER de ce conjoint-là pendant l'année du retrait ou pendant les 2 années civiles avant, bien, une partie ou tout le retrait va être imposé dans tes mains à toi, le cotisant. Ouch! Ouais. Le montant qui t'est attribué, c'est limité au total de ce que tu as cotisé pendant cette période de 3 ans, année en cours plus 2 années avant. Essentiellement, il faut que l'argent reste là au moins 2 années civiles complètes après ta dernière cotisation pour que le retrait soit imposé au nom de ton conjoint. OK, il faut planifier les retraits par rapport aux cotisations. Exactement. C'est pour ça que c'est une bonne idée de garder les REER personnels et les REER de conjoints dans des comptes séparés. C'est plus facile à suivre. Il y a des exceptions à la règle, par exemple, si vous êtes séparés en cas de décès, si l'un de vous n'est plus résident canadien, ou pour les retraits minimums obligatoires d'un FER qui vient d'un REER de conjoint. Bon à savoir. Les sources citent toutes aussi des codes courts là-dessus. L'affaire Werby a dit que l'attribution est limitée à ce qui a été cotisé, pas nécessairement tout le retrait. Puis l'affaire Gilbert a confirmé que c'est l'année où tu verses l'argent qui compte pour le début des 3 ans, pas l'année où tu prends la déduction. Puis un dernier point intéressant sur le REER de conjoint, si quelqu'un décède, son représentant légal, le liquidateur de la succession, peut utiliser les droits REER inutilisés du défunt pour faire une dernière cotisation au REER du conjoint survivant si celui-ci a moins de 71 ans. Il faut le faire dans les 60 jours après la fin de l'année du décès. Ça permet de prendre une déduction dans la dernière déclaration du défunt puis potentiellement sauver de l'impôt. C'est une petite stratégie post-mortem. Très intéressant. Donc, le REER de conjoint, ça peut être payant, mais il faut être au courant de la règle des 3 ans puis bien gérer les timings. Bon, on avance dans le temps. On a cotisé peut-être même pour le conjoint. La retraite approche, ou en tout cas, l'année des 71 ans arrive. Qu'est-ce qui se passe avec notre beau REER à ce moment-là? Il ne peut pas rester un REER pour toujours, j'ai bien compris? Non, en effet. La loi est très stricte là-dessus. Avant la fin de l'année où tu fais tes 71 ans, ton REER doit disparaître. Il faut le convertir. Les 2 options principales, comme le disent les sources, c'est de transférer l'argent dans un fonds enregistré de revenus de retraite, un FER, ou d'acheter une rente avec les fonds. La bonne nouvelle, c'est que le transfert lui-même, mettons du REER au FER, ça ne déclenche pas d'impôt. Ah, OK. L'argent continue de fructifier à l'abri de l'impôt. Par contre, dès l'année suivante, tu vas devoir commencer à faire des retraits du FER ou recevoir des paiements de la rente. Puis ces retraits-là, eux, ils sont 100% imposables. OK. Le FER, c'est donc la suite logique du REER, mais en mode sortie d'argent. Qu'est-ce qui change concrètement? C'est une bonne image, oui. Le FER, ça garde tes placements à l'abri de l'impôt, comme le REER. La grosse différence, c'est que tu es obligé de sortir un montant minimum chaque année. Ça commence l'année qui suit l'ouverture du FER. Puis ce minimum-là, il est calculé en pourcentage de la valeur de ton FER au début de l'année. Ce pourcentage dépend de ton âge. Ça augmente avec l'âge, j'imagine? Oui, ça augmente. Puis il y a une petite stratégie possible que les sources mentionnent. Quand tu ouvres ton FER, tu peux choisir de baser le calcul du retrait minimum sur l'âge de ton conjoint, si celui-ci est plus jeune. Ça permet de sortir moins d'argent au début puis d'en laisser plus longtemps à l'abri de l'impôt. Mais une fois que tu as choisi ça, tu ne peux plus changer. L'exemple de Mme S dans les notes est parlant. Elle convertit son REER à 71 ans. Au début de l'année suivante, elle a 280 000 dans son FER. Elle a 71 ans au début de cette année-là, fait que le facteur de retrait pour l'année où elle aura 72 ans, c'est 5,28 %. Son premier retrait minimum obligatoire sera donc d'environ 14 784 $. Puis ça, c'est imposable. Bien sûr, elle peut sortir plus si elle veut. 5,28 % à 72 ans. Et ça monte à combien après? Ça monte graduellement. À 80 ans, c'est 6,82 %. À 90 ans, c'est 11,92 %. Puis rendu à 95 ans et plus, c'est 20 % par année. Il faut en tenir compte dans la planification à long terme. Là, ça peut vider le FER assez vite rendu là. Ouf, 20 %! C'est énorme! Et si, mettons, quelqu'un oublie carrément de convertir son REER avant la fin de ses 71 ans? Ça arrive, j'imagine. C'est quoi les conséquences? C'est juste une pénalité? Ah non, c'est pas juste une petite pénalité, puis c'est beaucoup plus plate que ça. Les sources sont très claires. Si tu n'as pas converti ton REER à temps,
Au 1er janvier de l'année de tes 72 ans, ton REER est considéré comme annulé. Puis là, la conséquence, c'est que la valeur totale de tout ce qu'il y a dans ton REER devient imposable comme revenu pour cette année-là. D'un coup. C'est une catastrophe fiscale à éviter absolument, là. Mon Dieu, faut vraiment mettre une alarme sur son calendrier. C'est pas une mauvaise idée. Les sources mentionnent aussi qu'on peut être flexible à la conversion. Tu peux diviser un gros REER en plusieurs FER si tu veux, ou regrouper plusieurs REER en un seul FER. Il y a aussi une option un peu plus nichée, la rente viagère différée à un âge avancé RVDAA pour une rente qui commence plus tard. Puis techniquement, si ton FER tombe à zéro, ben ton retrait minimum devient zéro aussi. OK, donc la conversion à 71 ans, c'est pas une option, c'est une obligation avec des conséquences sérieuses si on l'oublie. Et le faire, ça veut dire début des retraits imposables avec un rythme qui accélère avec le temps. Important à savoir. Parlons maintenant d'une autre sorte de REER, pour ceux qui aiment ça choisir eux-mêmes leurs actions, leurs obligations, etc. Le REER autogéré ou RERA. C'est quoi la grosse différence avec un REER standard qu'on ouvre à la banque? La différence clé, c'est vraiment la liberté dans le choix des placements. Dans un REER standard, tu es souvent limité aux produits maison de l'institution, fonds communs, CPG, peut-être quelques FNB. Avec un REA que tu ouvres typiquement chez un courtier en ligne ou un courtier de plein exercice, ben là, tu peux détenir pas mal ce que tu veux tant que c'est admissible selon les règles fiscales. Genre quoi, par exemple? Ben, des actions individuelles de compagnies cotées en bourse au Canada ou à l'étranger. Des obligations. Des FNB de n'importe quel fournisseur. Des options. Même certains prêts hypothécaires ou des actions de PME, mais là, il y a des conditions assez strictes. C'est vraiment pour l'investisseur qui veut avoir le contrôle direct. Puis si tu veux cette flexibilité, mais pas gérer toi-même au jour le jour, il y a aussi le REA, gestion discrétionnaire, où tu laisses un gestionnaire de portefeuille faire les choix pour toi, mais toujours dans cet univers de placement plus large. Ça sonne bien, plus de contrôle, plus de choix, mais est-ce qu'il y a des désavantages ou des choses à surveiller avec les REER? Des frais cachés peut-être? Oui, il y a des points importants à considérer. D'abord, les frais. Les frais d'un REER sont souvent plus visibles. Frais de transaction à chaque achat, frais d'administration annuels pour le compte. Il faut comparer ça aux frais de gestion RFG qui sont inclus dans le prix des fonds communs d'un REER standard. Pour quelqu'un qui investit passivement dans des FNB à bas coût, le REER peut être moins cher. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de transactions, les frais de courtage peuvent s'accumuler. Ensuite, un point super important que les documents expliquent bien, dans un REER ou un REER, tu perds le traitement fiscal avantageux de certains revenus. Hors REER, les gains en capital sont imposés juste à 50 %, puis les dividendes canadiens donnent droit à un crédit d'impôt. Dans le REER ou le REER, tout ça disparaît. Oui, ça pousse à l'abri de l'impôt, mais quand tu sors l'argent, que ce soit des intérêts, des dividendes ou des gains en capital à l'origine, chaque dollar est imposé comme du revenu ordinaire. C'est un compromis à comprendre. Ah oui, ça c'est majeur. Perdre l'avantage sur les gains en capital et les dividendes, c'est à considérer quand on choisit quoi mettre dans le REER versus dans un compte non enregistré ou un CELI, par exemple. Tout à fait. Troisième point. Les placements admissibles. Même si c'est large, tout n'est pas permis. Et même si c'est le fiduciaire, le courtier, qui est légalement responsable de vérifier l'admissibilité, si un placement non admissible se retrouve là, c'est toi, le rentier, qui paye la note fiscale, pénalité et impôt sur la valeur. Les cas Gourmand et Chiasson mentionnés dans les sources, c'est des exemples où des gens ont eu des problèmes avec des actions jugées non admissibles dans leur REER. Faut être prudent, surtout avec des placements moins courants comme les actions de PME. Donc, même si c'est autogéré, t'es pas tout seul, mais il faut quand même faire attention. Puis pour les placements étrangers, je me souviens qu'avant, il y avait une limite, non? Exact, une bonne mémoire. Puis il y avait la règle du contenu étranger qui limitait le pourcentage, mais comme le rappellent les sources, ça a été aboli en 2005. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune limite. Tu peux avoir 100 % de placements étrangers dans ton REER ou REERA si ça correspond à ta stratégie. La diversification mondiale est complètement ouverte. D'accord. Fait que le REER, c'est la flexibilité maximale, mais ça vient avec la nécessité de bien comprendre les frais, l'impact fiscal à la sortie, puis les règles sur ce qui est permis ou non. Bon, si on essaie de résumer tout ça pour quelqu'un qui veut vraiment tout savoir sur les REER, on a vu comment ça part du revenu gagné pour déterminer combien on peut cotiser. On a vu comment ça marche, les déductions.
On a exploré le REER de conjoint, utile pour fractionner le revenu, mais attention à la règle des 3 ans. On a parlé de la fin de partie à 71 ans, conversion obligatoire en fer ou rente, puis début des retraits imposables qui augmentent. Puis on a fini avec le REER pour ceux qui veulent plus de contrôle, avec ses avantages et ses points de vigilance. C'est pas mal ça le tour d'horizon? Oui, c'est un excellent résumé. Le REER, c'est clairement une pièce maîtresse de la planification de retraite au Canada. Ce qui ressort de tout ça, c'est que les règles sont précises, puis c'est important de comprendre comment elles s'appliquent à notre situation personnelle. C'est quoi mes sources de revenus gagnés à moi? Est-ce que le REER de conjoint fait du sens dans ma situation familiale? C'est quoi mes besoins de revenus à la retraite, puis comment les retraits du fer vont fitter là-dedans? Quel niveau de contrôle je veux sur mes placements? Les réponses à ça vont guider la meilleure stratégie REER pour chacun. Certainement. Ça donne beaucoup de matière à réflexion pour ajuster sa propre stratégie. Et juste pour laisser une dernière idée en tête qui est reliée au fer dont on parlait, on a vu que les retraits minimums obligatoires, ils commencent bas, mais ils grimpent pas mal jusqu'à 20 % par année après 95 ans. Si on sait ça, puis qu'on pense au fait que l'espérance de vie augmente, est-ce que ça devrait changer notre façon de voir les choses aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait toujours viser à remplir le REER au maximum, sachant que tout va être imposé à la sortie, surtout peut-être à des taux élevés en fin de vie? Ou est-ce qu'on devrait peut-être prioriser davantage le CELI, par exemple, où les retraits sont libres d'impôts, surtout si on pense vivre très vieux? C'est une question d'équilibre fiscal sur le long terme, puis ça mérite d'y penser sérieusement dans une planification globale.